Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à votre univers des livres sur Dash Media. Dans cette édition de la parenthèse littéraire, nous nous intéressons à un ouvrage, un livre qui chante et même qui enchante. Eh bien, vous le savez, mesdames et messieurs, la musique camerounaise a traversé bien de temps et dans cet ouvrage, on s'intéresse à 70 années de musique au Cameroun à travers ses artistes, à travers ses auteurs, ses musiciens les plus célèbres. Le saviez-vous par exemple, Soul Makossa de l'artiste Manu Dibango est aujourd'hui la chanson africaine la plus reprise avec plus de 150 samples. Également, on peut parler de Taxi de Coco Ateba, qui est une chanson qui naît d'une conversation entre l'artiste et sa maman Ruth sur l'amour, l'infidélité et les hommes. Des anecdotes et bien d'autres qui se retrouvent dans cet ouvrage 100 titres clés de la variété camerounaise 1950-2020. Un ouvrage coécrit par 3 personnes, Hendrix Billet, Thierry Minko et Kaïssa Pakito. Nous allons d'ailleurs accueillir ce dernier qui sera notre invité dans cette édition de la parenthèse littéraire, mais on le retrouve après ce magnéto qui présente le portrait des auteurs présenté par Marie-Yvonne Nougou. Sans titres clés de la variété camerounaise, un livre qui chante. Et pour composer les mélodies de cet ouvrage, un trio en featuring. À la batterie, Thierry Minko. Pour être exhaustif, vous pouvez l'appeler Nton Essa Minko Thierry. La culture est le couloir préféré de ce journaliste camerounais. Critique musical, il a fondé la revue mensuelle Moussiki. Pendant 10 années, le grand frère de l'artiste Kopo a officié comme rédacteur en chef du célèbre magazine People, Ici les gens du Cameroun, de Marie-Roger Biloa. Au piano, retrouvez Hendrix Billet, féru de communication. Il a été pendant de nombreuses années rédacteur en chef du magazine camerounais 100% jeune. Professionnel à la plume intarissable, il est l'auteur de nombreuses chroniques en ligne sur la vie artistique en Afrique centrale. Le spécialiste de l'information documentaire réside à Bujumbura au Burundi. Au micro, comme 3e contributeur aux pages de ce voyage musical, Kaïssa Pakito. Appelez-le encore le Golden Boy. Bercé dans son enfance par la musique, il adopte le makossa comme rythme de prédilection. L'ancien membre de l'écurie des 100 visas de petits pays a commis de nombreux titres à succès. Le talentueux fils de Deido aime partager son savoir musical. Son blog, baptisé Les Kiffs de Kaïssa, est consacré aux figures de la scène musicale camerounaise. Lorsque 3 personnalités qui partagent en commun l'amour de la musique décident de fusionner leur savoir-faire, le résultat est forcément étincelant. De retour sur ce plateau de la parenthèse littéraire, mesdames et messieurs, on vous l'a dit, on accueille un artiste, mais aussi un auteur depuis quelques temps. Kaïssa Pakito est notre invité ce soir. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de Dash TV. Voilà, je suis Kaïssa Pakito, auteur depuis toujours. C'est vrai, on s'apprêtait à voir un Kaïssa Pakito, artiste avec une nouvelle sortie, mais on vous voit en train de coécrire un ouvrage avec 3 autres Camerounais sur la musique camerounaise. Qu'est-ce qui peut expliquer cette trajectoire? C'est très simple. On s'est rencontrés dans un forum WhatsApp. Ouais, et de fil en aiguille, on a constaté qu'on avait des mêmes lignes d'acquaintance, de même passion, l'écriture, la culture, la musique. Voilà, donc moi je faisais déjà une petite brochette que je postais sur mes pages Facebook et certains partageaient. Et Hendrix, par exemple, il trouvait ça vraiment charmant. Et comme ça, après le départ de Manu Dibango, je crois en 2020, et on était tellement tristes qu'on s'est dit, il a laissé à la postérité. Mais qu'est-ce que la postérité a fait pour la compagnie? On s'est dit, on a un devoir envers la mémoire de Manu. Chacun apportait du sien. Thierry Minko était en Yaoundé, moi je suis à Douala.
Hendrix est où il est. Depuis 2020 à 2024, on a bossé exclusivement sur les forums, sur notre plateforme qu'on avait déjà créée aussi à côté et avec d'autres jeunes qu'on a ramenés pour les corrections et tout. Et ça se chamaillait presque toute une nuit, mais dans le forum WhatsApp. On ne s'est jamais vu. On a fait 4 ans sans se voir, voilà. 4 ans d'écriture à distance. À distance. Mais il y avait le maître mot, il y avait la passion, il y avait ce goût de détail, de la recherche. On passait parfois des nuits à chercher une image qu'on va greffer à un article. Il fallait, ça allait dans tous les sens. Mais Dieu merci, on s'est respecté, on est resté très bons frères, très bons amis. C'est le résultat de ce bébé. Certains diront que c'est peut-être prétentieux sur tout ce qui a comme succès au Cameroun, d'en choisir 100. Est-ce qu'il n'y a pas des oublis, par exemple? Avec le titre, on peut faire même 100 tomes de 100 titres. Mais si on avait dit les 100 titres, on aurait calé 100 titres. Mais là, on n'a pas calé 100 titres. On a choisi dans la maille 100 titres. Objectivement, dans ces 100 titres, les acteurs majeurs de la culture camerounaise y interviennent. Vous allez voir, un gros oubli, par exemple, qui n'en est même pas un, Misengo il n'a pas une page clé, Misengo. Un artiste prolixe quand même. Ouais. Oui, prolixe. Près d'une trentaine d'albums sur le marché. Oui. Mais il intervient beaucoup. Son nom, il revient à beaucoup de coups là où on parle de Misengo. Il y a moi-même. Je pouvais me taire la mer du lion. Mais on parle de Paquito dans les 100 visas, voilà. Donc, c'est pour vous dire que les acteurs majeurs qui ont impacté la culture camerounaise de 1950, ils sont tous cités. Qu'on ne se fie pas seulement au titre des chansons et le nom des artistes, à travers beaucoup de chansons, à travers, par exemple, Françoise de Toto Guillaume. On parle d'Émile Kangué, on parle de Coty François, on parle de Black Steel. On parle. Chaque chanson est greffée plusieurs. Voilà. Donc, si on s'intéressait à présent à la structuration même de cet ouvrage, 100 titres clés de la variété camerounaise, vous l'avez fragmenté en plusieurs parties, 6 divisions. On a l'Aube en 1950, L'amour du terroir, plus fort que tout, 1960, Les conquêtes et exil, 1970, Ave Makossa en 1980, Crise et émancipation en 90, Net, Nu et Nien en 2000. Quand on lit l'œuvre, est-ce qu'on peut dire que la musique camerounaise a connu un crescendo et un décrescendo? Le constat est clair. Ça fait pas une semaine que je me pose encore cette question. La génération d'avant moi a eu les Richard Bonnat, les Richard Epessé, les Étienne Mbappé, Lobé Valérie, bref, une pléiade, une pléthore de grands musiciens camerounais reconnus sur la scène internationale. Est-ce que dans 20 ans, nous aurons encore ceux-là de cette génération, ceux issus de cette génération? Je ne crois pas. Je reste dubitatif, mais si par aventure ça arrive, vraiment, je serai le premier fan. Comme toujours, j'ai été fan de l'actualité et de la musique camerounaise. Donc, c'est évident que l'Aube a fait en sorte que on se greffe. Parce qu'à l'Aube, quand on découvre la musique au Cameroun, les musiques qui dominaient le territoire nous venaient de l'Afrique de l'Ouest, du Congo voisin, et je pense de l'Afrique de l'Ouest et du Congo voisin, et de l'Afrique australe. Oui, justement. Il a fallu que
les autorités tapent du moins la main sur la table pour que les choses se redessinent et qu'on dessine une cartographie musicale camerounaise. C'était l'eau. Et tout le monde s'est arrimé. Tout le monde a pris sa pagaie, tout le monde a pris son balai, on a essayé de faire comme on a pu, on a trouvé notre parchemin. Et après, c'était l'expansion. L'expansion, quand tout le monde pense que le meilleur studio était à Paris, et c'était le cas, d'aucuns y allaient pour enregistrer, d'aucuns allaient et y restaient, d'aucuns allaient par exemple pour des études et de se découvrir les talents de chanteurs. Comme Bendeka, Peter Moukoko, ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux comme ça, là, c'est sur la place parisienne qu'ils ont découvert, qu'ils sont... et on domine vraiment la scène parisienne, parce que la scène parisienne est tenue par un Camerounais et deux. Il y a Echo Roosevelt, il y a Manu Dibango, qui sont les orfèvres sur la musique africaine, pas camerounaise, je dis africaine. Et c'est eux qui accompagnaient les artistes en studio. Donc, jusqu'à ce qu'on vienne à l'époque du Nu, du Nien, ouais, c'est évident maintenant que quand on veut faire un album, ou bien alors, ils appellent ça comment, un son. La nouvelle génération, ils appellent maintenant la chanson le son. Quand on veut faire un son, ça passe d'abord par un buzz autour de la chanson ou bien de l'artiste. Et soit il se met nu, soit si ce n'est pas nu, c'est quelque chose de bizarre. Bref, j'ai vieilli mal, j'ai du mal à m'arrimer aussi. Et ça fait que le côté artistique et musical a pris un coup énorme. Avec tout ce qu'on a aujourd'hui, il serait difficile de créer encore un Zanzibar. Un Zanzibar qui a appris à jouer avec une guitare préfabriquée, avec ses amis, avec... Tu vois un peu l'environnement. Aujourd'hui, l'environnement est tel que je prends mon téléphone, je tape sur Google, on m'envoie les samples, à ma piano, et puis papa, c'est un peu plus facile. C'est un peu plus facile. Ça ne crée pas des génies. Au contraire. Beaucoup maintenant ont des problèmes. Par exemple, quand on dit scène live, il y a des problèmes. Ça devient plus compliqué. Mais on a envie de se demander, Kaïssa Pakito, à qui la faute? Est-ce la faute à la jeunesse qui n'a peut-être pas pu aller vers les anciens, ou aux anciens qui n'ont pas été très ouverts pour que cette jeunesse puisse s'abreuver à cette technique de fabrique? La faute à la nature, la faute à l'environnement. La nature, ayant horreur du vide, se fabrique ses propres monstres. Quand dans un environnement, au décès de Manu Dibango, les gens se mettent à faire prospérer des idioties, permettez-le-moi, du genre, qu'est-ce qu'il a fait pour le Cameroun? Alors, il y a un problème d'inculture sévère. Manu Dibango n'a qu'à porter sa trompette, bien jouer et faire flotter le drapeau camerounais, le hisser à travers le monde. L'a-t-il fait? Si la réponse est oui, alors il a servi le Cameroun. La culture a pris un coup. Les meilleurs artistes, ce sont qui roulent carrosse. Les meilleurs artistes, ce sont qui sont mieux logés. Les meilleurs artistes, ce sont qui sont mieux habillés. J'ai parlé tantôt des têtes brûlées. Ils faisaient même peur à la limite. Mais ce qui sortait était un remède pour la pensée, pour l'esprit, pour l'oreille, pour même la vue, parce que même leur vue sur scène, ce que ça donnait, waouh! On va poursuivre cette édition de la parenthèse littéraire Kaïssa Pakito. On revient à vous. Après cette autre halte dans l'émission, eh bien, c'est la rubrique à lire, des conseils littéraires pour vous, mesdames et messieurs. À lire cette semaine dans la parenthèse littéraire des ouvrages musicaux.
On vous parle des icônes de la musique camerounaise de Harold Ketchemen. En parcourant ce livre, on se rend compte à quel point le Cameroun possède un riche héritage musical. L'auteur présente tout d'abord les origines de quelques rythmes phares du pays avant de faire découvrir les figures qui ont écrit au fil des années les plus belles pages de l'histoire de la musique camerounaise. Eh bien, c'est un véritable hommage que celui qui se fait appeler le rat des archives fait à ces étoiles qui doivent servir de référence. Les icônes de la musique camerounaise, ouvrage paru en 2 tomes aux éditions du Muntu. Autre ouvrage à lire cette semaine, Le Makossa, une musique africaine moderne. Ouvrage de Jean-Maurice Noah, paru aux éditions L'Harmattan en 2010. Un ouvrage qui retrace l'origine de ce rythme populaire camerounais, son évolution à travers ses acteurs, mais surtout les différentes influences et cette identité culturelle du pays. Afrique en miniature. Le musicologue fait en somme une peinture esthétique et technique du Makossa. L'ouvrage de 131 pages a été préfacé au passage par le professeur Mathias Eric Oonangini. Et on termine ces conseils littéraires avec un autre livre, Les chansons de Sodome et Gomorrhe du professeur Hubert Monodjana, paru en 1999 aux éditions du Carrefour. L'auteur de Regretter Mémoire fustige à travers les 130 pages de cet ouvrage le caractère pornographique de la musique africaine en général et de la musique camerounaise en particulier. En réalisant une sorte d'autopsie de la musique, le professeur Hubert Monodjana se fait le chantre de l'éthique dans les productions des œuvres de l'esprit qui, au lieu de pervertir, doivent divertir et surtout instruire. Kaïssa Paquito, dans les conseils littéraires de cette semaine, on a parlé de Makossa avec l'ouvrage de Jean-Maurice Noah. Et on se rend compte que dans votre livre sans titre clé, eh bien, une grosse part est réservée à ce rythme, le Makossa, à travers la partie Ave Makossa. Est-ce une manière pour vous de dire que c'est l'un des rythmes les plus influents et les plus populaires du Cameroun? Pourquoi un accent particulier sur le Makossa? Le Makossa, c'est le rythme le plus populaire du Cameroun. C'est le premier rythme musical qui a propulsé le Cameroun au devant de la scène mondiale. Il y a beaucoup de rythmes, comme par exemple le Makassi. Quand tu es hors du Cameroun, tu dis à un Ivoirien, il va te dire que c'est le Makossa. Et les adeptes du Benskin et d'autres rythmes peuvent ne pas être contents d'entendre ça. C'est le Makossa, c'est la rythmique du Makossa. Et, le Soul Botingo de Prince Yango, c'est le Makossa. Donc, c'est des choses comme ça qui ont un peu confus les gens. Mais sinon, le Makossa, les Camerounais, en majorité, sont reconnus sur la scène mondiale par le Makossa. Parce que, et par soumission, par respect au travail qui était fait, la majorité des Africains, à cette période, à fin des années 70, jusqu'en 80, 90, tous venaient maintenant prendre l'expertise musicale des Camerounais. On se rend compte surtout que dans cet ouvrage, il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup de petits secrets que voilà, des personnes ne connaissaient pas, qui se cachent sous des chansons populaires qu'on a peut-être connues. Est-ce qu'on peut dire que Kaïssa Paquito, la jeune génération, gagnerait à véritablement lire cet ouvrage pour voir comment peut-être les anciens avaient cette technique de pouvoir crier, de fusionner de collaborer avec les autres pour pouvoir faire des succès, comme ce que vous dites. Je vais me fier à ta dernière parole, la collaboration. La collaboration, c'était quoi? C'était que, par exemple, moi, je cause beaucoup avec celui qui était le gourou de cette bande de 70, 80, 90, Toto Guillaume. Comment ça se faisait? Tu ramenais ton bout de texte, ton bout de mélodie. Et puis les gars se mettaient au travail.
Et Benny Donald te disait, bon, moi je sens cette chanson un peu disco, il tape, et puis là, Touré, il se trouve une ligne de basse, on dit, ça sonne, oui. Et maintenant tu te mets à chanter, et quand tu chantes et que c'est pas juste, il y a un mec qui est à côté, qui s'appelle Dédé Dibango, qui va te dire, non, essaye de chanter comme ça. Et après, il y a un autre qui est à côté, qui prend ton lyrique, il te dit, corrige. Donc, c'était la collaboration. Et de ça naît, par exemple, un tube qui traverse les années. Fogo Mao. C'est comme ça que les gars travaillent, de l'apiro de Mbanga. L'apiro est en studio. L'apiro est en studio. Manu est en train de passer en route. On l'interpelle pour lui dire, il y a une bande de tes frères camerounais qui sont là en bas, là, ils sont en train de... Ça jazz là fort, là. Manu arrive et il écoute, il voit tout le monde est là, Georges Seba est là. Il n'y avait pas, j'ai les larmes aux yeux, il n'y avait pas cette idée de tribalisme dont on parle aujourd'hui. Georges Seba est là, avec sa femme, Guy Lobé est là, tout le monde est là. C'est un chantier camerounais, ça concerne la culture camerounaise et tout le monde s'implique vraiment à fond, ce n'est pas une question d'argent. Parmi les 100 titres que vous présentez, s'il fallait savoir quel est celui que vous préférez le plus, l'histoire la plus belle qui se cache dans cet ouvrage que vous préférez peut-être vous partager aux téléspectateurs, ce serait quoi? La plus belle, je la récite tout le temps en confé, c'est celle de... C'est toujours une histoire au studio de Peter Yamson. Oh, Jobajo, c'est bon. Je ne sais pas si vous avez connu le tube à l'époque. Je pense que vous étiez encore gamin. Mais le moment est venu, chers téléspectateurs, de vous livrer la dernière partie, la dernière halte de ce programme. Eh bien, c'est vient de paraître. Qu'est-ce qui est sorti en kiosque? On regarde tout de suite. Vient de paraître cette semaine dans la parenthèse littéraire, on vous parle de l'ouvrage Les Chroniques d'Emak. Eh bien, Emak ici étant mis pour Evelyne Menge Apung, l'auteur de cet ouvrage sous-titré Regard caustique sur notre quotidien. La journaliste en service à la télé et à la radio nationale troque la tunique de sociologue pour décortiquer les faits de société. De manière minutieuse, elle aiguille son regard sur les petites déviances aux grandes conséquences sur la vie en communauté. L'ouvrage de 139 pages est une compilation de chroniques que l'enseignante à l'ESTIC anime sur le poste national depuis 2023. Dans une société où la norme est de plus en plus écartée, cette production littéraire parue aux éditions Tila amuse, choque, pique, mais surtout marque les esprits. Autre ouvrage, puisqu'on évoque une journaliste, nous ne nous éloignons pas du quatrième pouvoir. L'autre ouvrage est donc Cameroun, le journalisme en mutation. Le sous-titre Conversation sur une profession en déclin est peut-être fort de café, mais les auteurs Aman Mana et Valentin Siméon Zinga assument pleinement cette assertion. Des journalistes du Hilton, on est passé aux journalistes de la presse WhatsApp. Ça bagarre verbalement sur la télévision les dimanches. Eh bien, sans complaisance, les deux patrons de médias présentent les métamorphoses du journalisme au Cameroun, non sans analyser les difficultés profondes de cette profession. Les entretiens parus aux éditions du Chabel ont été menés par un autre journaliste, Eugène Schéma. Et on termine, puisque le fil rouge de cette émission est essentiellement musical, le troisième et dernier ouvrage qui vient de paraître, c'est La fabuleuse histoire du Bikutsi. En feuilletant ces pages, le lecteur voyage dans le temps et découvre l'évolution de ce rythme mythique de la forêt équatoriale. En plus de sa parfaite connaissance des faits, l'auteur Janvier Bertin Nama fait justement usage des outils anthropologiques
pour relater la trajectoire d'un style musical qui cherche à survivre, noyé dans la world music. Eh bien, le prêtre et docteur en philosophie politique lègue donc à la postérité une véritable encyclopédie musicale, et qui mieux que l'icône Epeme Théodore, alias Zanzibar, pour illustrer la première de couverture du livre. Kaïssa Pakito, on arrive au terme de cette émission, mais on a envie de dire, on aura un deuxième volume de cet ouvrage, parce que le premier est fascinant. Il y a peut-être encore des histoires à raconter. Il y a des histoires à raconter, mais je suis sûr que si vous visitez ma page, il y a plus de 200 histoires du genre. Donc ça veut dire que c'est ouvert, c'est open, donc il est possible qu'on s'y replonge, mais que pour l'instant, il faut d'abord asseoir la notoriété de ce livre. Et Dieu merci, tout autour, ça fait beaucoup jaser, parce que on constate qu'en dehors de nous, il y a le dernier livre sur le Bikoussi que vous avez parlé, dont vous avez parlé tout à l'heure. Il y a Harold Ketch aussi qui fait un travail de rat. Ils sont nombreux à faire ce travail de rat sur la musique et la culture camerounaise, qui en demande, parce que il faudrait que, je le dis toujours, c'est pas pour nous qu'on écrit, c'est pour les jeunes, c'est pour les hommes de médias, que beaucoup de gens aient des repères par rapport à la culture et un peu effort par rapport à sa culture. S'il fallait parcourir votre biographie, votre discographie à vous, et on se dit que le titre phare peut-être de votre discographie que vous préférez, c'est lequel? J'ai l'habitude d'appeler mes chansons mes bébés. C'est un peu difficile. Ouais, j'ai pas de préférence. On aurait souhaité avoir une préférence de votre part. Mais oui, je n'ai même pas de préférence, mais il y a quand même une chanson qui m'a marqué, parce que c'est une histoire vécue, donc je vais taire le nom pour... Bien sûr. Je vais taire le nom de la chanson, mais c'est une histoire vraiment particulière. Mais il faut aussi souligner que l'album Coucou, paru en 2002, ça retraçait vraiment beaucoup plus mon vécu de l'époque. Et j'ai traversé des périodes sombres, que ce soit sur le plan affectif, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan mental. C'était très difficile pour moi, même sur le plan de ma santé. Ouais, ma santé même en a pris un coup. En 2002, j'étais vraiment au plus bas de l'échelle. En 2000, parce que j'ai écrit ces chansons avant 2000 et je suis entré au studio entre 2001 et 2002. Dans 2000, je broyais vraiment du noir et ça s'est reflété dans l'album que je préparais. D'accord. Ça a été un plaisir de vous avoir, Kaïssa Pakito, dans cette édition La Parenthèse littéraire. C'est toujours un plaisir et j'espère que c'est pas... La dernière. La dernière. Merci d'avoir été là et merci à tous les téléspectateurs qui nous ont écoutés. On se sépare avec cette citation d'Oscar Wilde. La musique met l'âme en harmonie avec tout ce qui existe. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir écoutés. À 2 semaines pour une prochaine édition. Entre-temps, lisez des livres.